Salut, bienvenue dans ce troisième épisode de course épique hors série organisé avec Brooks. On est aujourd'hui à Chamonix dans le cadre de l'UTMB Mont-Blanc. L'UTMB démarre là dans quelques heures. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui 3 invités amateurs et passionnés qui vont nous aider à répondre à l'épineuse question « Pourquoi tu cours ?» Donc vous allez avoir le plaisir de passer 1 heure avec Aurélia, Olivier et Antoine qui vont nous parler chacun de leur rapport à la course à pied et de leur motivation. Petit souci à l'issue de la vidéo, le soleil a tapé assez fort, donc il vous manquera quelques minutes, mais l'essentiel de nos échanges y est. Bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode hors série de course épique enregistré en collaboration avec Brooks à la Brooks House à Chamonix. On est aujourd'hui le vendredi 30, c'est ça, vendredi 30 me semble-t-il. Merci à Brooks de nous réunir aujourd'hui, c'est le prolongement de notre collaboration sur Carnet de course qui a occupé une belle partie de notre été. Le thème du jour, il est ambitieux, c'est répondre à la vaste question « Pourquoi tu cours ?» ou en tout cas essayer de comprendre quelles sont les différentes raisons de courir. Pour parler de ce beau sujet, j'ai à mes côtés, on ne va pas faire par ordre de position par rapport à moi, j'ai Aurélia. Bonjour. Salut Aurélia, ça va? Salut, oui. Merci d'être libérée pour être là aujourd'hui, c'est gentil. Merci à toi. À ma gauche, Olivier. Salut Olivier. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Merci. Et Antoine. Salut Antoine. Salut Guillaume. Ça va bien? Bah ça va et toi? Bah oui, écoute. Après cette course d'hier. Eh ouais, écoute, elle est faite, elle est finie. Tu nous raconteras aussi toi ton expérience sur ta course UTMB de la semaine. Je vais commencer par une question classique du podcast si vous êtes des auditeurs réguliers. Je vais vous demander de vous présenter successivement dans les grandes lignes mais sans parler de sport. Donc juste un peu m'expliquer où vous habitez, quel âge vous avez, votre situation de famille, ce qui vous anime dans la vie, mais on ne va pas parler de sport tout de suite. Olivier, c'est à toi, vas-y, commence. Alors, j'ai 50 ans, une cinquantaine d'années, 2 enfants, 16 et 18 ans, un travail d'informaticien où je reste beaucoup à l'intérieur. Ça se passe bien l'adolescence, les enfants, ça va, ça chahute? Ça se passe bien, oui. Non, je suis très heureux parce qu'elles ont décidé de m'accompagner cette semaine, de venir à la montagne, de venir un petit peu randonner. Et, tu les as pas trop forcées? Non, ça a été. Okay. Ça a été. Je les remercie et elles vont me faire l'assistance, ce qui n'est pas toujours possible et c'est quand même un grand luxe. Tu cours l'UTMB dans quelques heures. Voilà, à 18h le départ. Un peu moins de 7 heures. Oui. Parfait, oui, tu nous raconteras tout ça. Oui. D'autres choses, oui? Oui, un travail d'informaticien où je reste à l'intérieur et donc pas beaucoup de sport dans le travail. Télétravail ou présentiel? Beaucoup en présentiel, et beaucoup devant un écran, assis, sans bouger. Pas beaucoup de fenêtres de sortie alors, en tout cas dans la journée? Non. Aurélia? Oui. À ton tour. À mon tour. Eh bien, je m'appelle Aurélia, j'ai 32 ans. J'ai 2 enfants en bas âge qui m'ont accompagnée aujourd'hui. Je les ai vus. Voilà, les 2 terreurs. Oh, ils ont l'air mignons comme tout. De métier, je suis assistante vétérinaire et je suis spécialisée dans les urgences. Donc, je gère les urgences des animaux, nuit et jour. Dans le formulaire de casting, tu disais habiter dans la plus belle région du monde, je crois. Et ouais, on en débat maintenant, on peut savoir si la Haute-Savoie, c'est ouais, j'habite en Haute-Savoie, plus particulièrement dans le Chablais. Donc, nous, on est team d'Andoche, pas Mont-Blanc. Mais ouais, je vis dans les montagnes et ça, c'est génial. Antoine? Moi, je m'appelle Antoine, donc j'ai 33 ans. J'habite à côté de à Marseille. J'ai pas d'enfants. J'ai quelques amis qui sont venus avec moi cette semaine pour m'assister en début de semaine. Mais je ne dois pas parler de sport, donc j'en parle pas tout de suite. C'est vrai qu'on a un peu parlé de sport, j'ai laissé passer ça avec Olivier là. Tu as raison de me ramener aux principes et aux règles. Et dans la vie, moi je fais du marketing à mon compte. Je suis indépendant. Et d'ailleurs, le fait d'être passé indépendant me permet d'avoir un petit peu plus de temps pour profiter de la nature. Donc c'était une motivation au départ. Ouais. Pardon? C'était le calcul justement. Exactement. Et voilà. La raison pour laquelle tu as dit pardon, c'est que derrière toi, il y a l'Arve qui passe, la rivière, qui fait un tout petit peu de bruit. Donc tu es le plus proche de la rivière. Donc si tu m'entends pas, tu n'hésites pas à me le dire, comme tu viens de le faire. On va parler de sport, ça y est. Je voudrais parler de votre rapport au sport quand vous étiez plus jeune. Antoine, on va continuer avec toi. Quelle place pour le sport dans tes jeunes années? Quand j'étais jeune, et encore aujourd'hui, j'étais un petit garçon avec beaucoup d'énergie, un petit peu trop. Donc le sport a été un moyen assez rapide pour me canaliser. Ça marchait? Ça a fonctionné, mais on va dire que je me suis un petit peu dispersé. J'ai essayé beaucoup de sports sans rentrer beaucoup en profondeur.
Donc j'ai fait du karaté, j'ai fait du handball, j'ai fait du basket, j'ai fait beaucoup de choses. S'il y avait eu un club de ballots prisonniers, je pense que je me serais inscrit aussi. Et en fait, c'est assez tard que j'ai découvert la course à pied. Plutôt il y a 3-4 ans où je m'y suis vraiment mis. Donc voilà, donc quand j'étais jeune, je viens pas d'une famille qui m'a beaucoup poussé à faire du sport. Mais au moins ça me permettait de canaliser mon énergie et de découvrir pas mal de choses. Et voilà. Toi non plus, Olivier, un contexte familial pas très sportif, un environnement en tout cas? Oui, enfin, ils m'ont pas poussé vers le sport. Ceci étant, j'en faisais comme Antoine, j'ai essayé un peu tous les sports. Avec une composante commune, c'est que j'étais vraiment pas excellent dans aucun sport. Et par contre, beaucoup de lectures, de voyages, de récits autour de l'aventure par les grands-parents, par les parents. Et donc, beaucoup de randonnées, d'activités dans la forêt, des choses comme cela. Aurélia? Et ben, au final, on se retrouve un peu parce que j'ai fait plein de sports aussi étant jeune. Je ne savais pas trop vers quoi me tourner. Et je faisais les années où on changeait de sport tous les 2-3 mois. Et puis sur un an, tu fais 5 sports différents. J'ai toujours aimé le sport, mais pas plus sans trop être compétitive. Et puis ma période collège-lycée, je détestais le sport. Et le pire, c'est que je détestais l'athlétisme, quoi. Genre, c'était l'enfer. Le cross du collège, personne n'aimait. L'enfer. C'est rare de croiser quelqu'un qui aimait ça. Vous, la course à pied, la plus jeune, c'était... Alors moi, je trouvais que c'était un sport pas du tout intéressant. Très ennuyeux. Visionnaire. Et je pense que le cross du collège, je finissais dernier. D'accord. À peu près. Et toi, Antoine, tu as un niveau de considération pour la course à pied au milieu de tous les sports que tu as fait? C'est les crosses du collège qui ont commencé à égrener, mettre quelque chose dans ma tête. Pour le coup, j'étais assez compétiteur, donc j'aimais bien essayer de finir devant, même si je finissais jamais devant. Et en fait, la course à pied, elle est vraiment arrivée quand j'étais en classe prépa, comme un moyen de me changer un petit peu les idées et m'aérer l'esprit le soir après avoir pas mal travaillé. Donc voilà, c'était ça le point de départ. Olivier, qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer, en tout cas à t'intéresser un peu plus? Je crois que c'était à la quarantaine, à la course à pied. C'était une question de timing favorable en fait? Alors il y a eu un timing, c'est-à-dire la quarantaine, à un moment on a un peu moins de temps pour faire du sport en équipe. Un voisin qui me propose d'aller courir avec lui et qui avait fait de l'athlétisme et qui me dit on va mettre un dossard pour un 10 km. Ah, il te chauffe direct par une course? Voilà. Okay. Et donc 6 mois après, on faisait la corrida de Toulouse, 10 km, plus d'1 heure, donc voilà, pas du tout de performance. Et une première expérience, ce sera un peu un fil rouge, où quand j'arrive, j'ai l'impression, alors que je crois que je mets 1h05, 1h10, je pense que je vais faire un malaise tellement c'est dur. Voilà, donc ça c'était la première expérience. Toi Aurélia, le tout premier moment où tu t'es décidé à chausser des baskets pour aller courir? Je m'en souviendrai toujours parce que c'était sortie de Covid. Je faisais pas de sport. Hein. Et j'ai les chiens à la maison. Je les ai regardés. Ils m'ont regardé en mode je serais bien aller dehors alors qu'il pleut. Je suis sortie et en fait j'ai couru avec eux. En mode je me suis dit là en fait je sais pas, aujourd'hui j'ai envie de courir. Ça fait plaisir aux chiens, ça va me détendre les jambes. Complètement improvisé cette première fois. Mais grave, je suis sortie avec des baskets tennis en mode je sais pas en fait j'ai envie de courir. Et c'est venu comme ça. Combien de minutes? Là, tu as fait un petit tour du pâté de maison, c'était ça l'idée? Ouais, j'ai dû courir 10-15 minutes, quelque chose comme ça. J'étais en nage, en train de me dire pourquoi j'ai fait ça. Et qu'est-ce que tu as ressenti justement en arrivant, en rentrant? Les chiens étaient super contents. Plus que toi. Et au final, je me suis sentie bien. Je me suis sentie cette espèce de liberté de laisser tout derrière à la maison. J'ai laissé le mari, les enfants, j'ai dit salut, ciao, je vais courir. Et tu as gardé les chiens, sympa quand même. J'ai gardé les chiens. Mais cette liberté de me dire je suis dehors, je suis seule et je prends plaisir à ce que je fais et je laisse tous les soucis derrière. Toi Antoine, depuis le cross du collège, il y a eu une pratique continue ou c'est vraiment, tu as accentué ça plus récemment? Tu nous parlais d'il y a 3-4 ans, est-ce qu'il y a eu un trou entre les deux? Il y a eu un gros stop quand je suis parti habiter aux États-Unis où je passais
plus de temps à faire la fête et à travailler qu'à faire du sport. Et en fait, en rentrant des États-Unis, j'avais l'impression d'être un peu un flanc à la dérive. Je faisais pas grand-chose, pas d'objectif. Et j'ai un ami qui m'a proposé d'aller courir dans le Jura, une course qui s'appelle l'UTMJ, le premier format qui s'appelle la Lynx, qui était 23 km, que j'ai fait. Dans la douleur. Dans la douleur. Commencer par ça pour une première course, c'est chaud. Envie de mourir à la fin, plus jamais ça, etc. On connaît un petit peu ce discours, je pense qu'on l'a tous vécu. Ouais. Et puis en fait, quelques mois plus tard, je me suis réinscrit à une course et j'ai l'impression que c'est ce qui a un petit peu lancé la machine, quoi. C'est quoi les bénéfices que vous avez tout de suite entrevus? Il y a eu, bon, c'est difficile les premières fois et puis ça prend du temps. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme tout de suite un petit truc qui vous a piqué en vous disant ok, ça vaut quand même peut-être le coup que je m'y consacre un peu plus? Alors la première chose, c'est les entraînements. Il y a finalement le plus grand plaisir, c'est dans les entraînements parce que c'est des moments de découverte où on peut aller visiter. D'abord c'est le quartier, puis après c'est le département, la région, puis après on va... Ici, on est à Chamonix, faire le tour du Mont Blanc, c'est un truc que je croyais à peu près impossible. Et puis après, il y a le jour de la compétition. Et on va passer tout le long des entraînements à se demander si on va y arriver, si on va réussir le résultat, la finir. Et ça apporte énormément de gratitude quand on arrive à arriver au bout, quand on fait le temps qu'on escomptait, quand on gagne quelques minutes. Au début, les courses sur route... Je m'entraînais plusieurs mois pour gagner 2 minutes à la fin sur 10 km, ce qui semble aujourd'hui c'est interrogeant. Et donc ça apporte plein de choses dans le développement et dans la confiance en soi. Tu as tout de suite su que tu allais continuer après cette première fois, Aurélia? Ouais, rapidement. Une semaine après, j'avais acheté mes baskets. Ok, motivé. En mode, en fait, ça me plaît. J'ai acheté les accessoires des chiens et j'ai dit, allez, c'est bon, on y va. C'était une pratique solitaire alors au début? Ouais, carrément. Et le côté solitaire de me dire je suis toute seule, c'est cool. Et ce côté de voir qu'il y a de la progression, comme tu disais. Et que tous les autres autour de moi me disaient t'y arriveras jamais. C'est la plus belle des motivations, ouais, ça marche souvent quand même. Ils faisaient peut-être exprès, ils peuvent se servir de ça en sachant que ça va te motiver encore plus. Ouais, carrément. À quel point, toi, tu mesures aussi les bénéfices? Tu as le sentiment que ça contribue à ton bien-être, Antoine? Je partage tout ce que vous venez de dire sur le fait de se mettre des objectifs et rendre un peu l'impossible possible. Il y a un petit truc en plus pour moi, c'est, je pense que tu en as un peu parlé, c'est la course à pied, pour moi, c'est une méditation géante en fait. On est sur les téléphones toute la journée. Et le moment où je cours, plus ou moins longtemps d'ailleurs, c'est le moment où le téléphone est dans le sac et où je suis sûr de ne pas le regarder. T'as pas de musique, t'as rien? Alors parfois j'ai de la musique, parfois j'ai course épique dans les oreilles. Ouais, il est sympa. C'est trop facile. C'était une perce que tu m'as Je tendu. crois que c'est vrai en plus. Non, en plus c'est vrai. Non, j'ai de la musique, mais j'écoute passivement, c'est-à-dire que je suis pas proactivement sur mon téléphone. Et en fait, c'est un moment où je me retrouve moi seul avec mes pensées. Et ça m'arrive souvent d'avoir un peu des problèmes ou des nœuds dans le cerveau à résoudre et me dire je garde ça pour ce soir 18h et puis je trouverai une solution en courant. Ouais, et ça fonctionne. Ouais. Donc ça, c'est un bénéfice important. Ouais. Je voulais qu'on parle particulièrement de l'équilibre général et notamment sur le boulot. À quel point ça vous aide aussi à vous évacuer les sujets. Antoine a commencé à tutoyer ce bénéfice. Vous, est-ce que c'est aussi important, un exutoire aussi pour le boulot, au-delà de la famille? Alors oui, c'est vrai que quand on a une activité très sédentaire, c'est absolument nécessaire de trouver des moments où le corps, où on dépense le corps et où on va arriver à se fatiguer physiquement. Mais je suis d'accord avec Antoine, dans ces moments où on fait agir notre corps, où on est obligé de se concentrer finalement sur des choses assez simples. Les choses compliquées qu'on a dans la tête, elles vont se dénouer. Et il y a des moments où, moi par exemple, je peux écouter Course épique et devoir le réécouter. Un petit problème de focus. parce que les pensées vagabondant, en effet, j'ai fait des liens entre des choses, j'ai trouvé des solutions
des pistes de solutions à des problèmes de la journée, de la semaine. J'ai croisé quelqu'un de chez Brooks là, il y a 2 jours qui me disait qu'il écoutait Course épique avant de s'endormir. Alors je sais pas comment le prendre. Il disait qu'il aimait bien être bercé. Peut-être ça l'endort pas. Je sais pas, je crois que ça marche malheureusement. Je crois que ça l'endort, mais tant mieux. Et toi Aurélia? Au travail, ça m'a apporté pas mal de choses en persévérance. C'est-à-dire que j'ai jamais eu autant de persévérance qu'en course. En mode, j'arrive pas à un entraînement, je vais le refaire. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire la même chose et de l'appliquer, que ce soit dans la vie quotidienne ou au travail, et de continuer à être persévérante et se dire si cette fois-ci ça ne marche pas, ça sera pour la prochaine fois. Ouais, c'est ce que m'a apporté un peu la course. C'est quoi, Antoine, et vous trois, ton rythme de pratique usuel et puis quand il y a des objectifs? Moi j'imagine que ça dépend de l'objectif, mais globalement, quelle est la fréquence de tes rendez-vous course à pied dans une semaine? C'est assez fréquent. Je cours entre 4 et 6 fois par semaine, je pense. Pas forcément longtemps. Je pense que juste sortir 20 minutes, ça peut faire du bien. Depuis que j'habite à Marseille, parce qu'avant j'étais à Paris, j'ai la chance d'être pas loin des Calanques et de pouvoir faire des sorties un petit peu plus longues avec du dénivelé, etc. Et j'ai la chance d'avoir un travail où je choisis un petit peu quand je travaille ou quand je travaille pas. Donc ça m'arrive au moins une fois par semaine de faire des grandes sorties, des grandes balades. Voilà, donc c'est je pense une dizaine d'heures par semaine. Et ça s'intensifie un petit peu à l'approche d'objectifs. Aujourd'hui j'aurais du mal à faire moins. C'est devenu un petit peu une drogue quand même. Aurélia, pour toi? Je cours environ 3 fois par semaine. Ça peut être 2 comme ça peut être 4. Parfois il faut jongler avec les enfants, vivement la rentrée. Et tu sais, quand ils entendront ça dans 15 ans, ça leur fera beaucoup de peine. C'est pas grave, c'est dans 15 ans. Ils comprendront. Voilà. Et le travail aussi. Et puis j'essaye de toujours me garder cette petite sortie du dimanche matin qu'on connaît tous. C'est facile là de trouver cette place là quand même dans ton agenda de maman, en plus du boulot? C'est assez difficile. Après, je trouve que dans la famille, on essaye de tous s'écouter et tous avoir nos moments à nous. Et comme chacun maintenant a son petit sport, lundi c'est maman, mardi c'est papa, mercredi c'est les enfants. Chacun sa zone d'expression. Chacun son moment dans son agenda, puis on essaye de s'y tenir. Olivier? Alors j'essaye depuis 2 ans de courir tous les jours. Des fois ça peut être 1,5 km ou 3 km. Ça dépend du volume de la semaine. Il y a quand même quelques séances où j'essaye d'être entre 10 et 15 et puis après une grosse séance le week-end si l'agenda le permet. Quand je me suis dit que c'était facilement atteignable de courir tous les jours, même 1 km. Et puis finalement je me suis rendu compte que les aléas de la vie, je me suis blessé par exemple, une cheville il y a 1 an. Moi, j'arrive pas à courir quand j'ai une cheville tordue. C'est pas conseillé probablement. Voilà, donc 1 mois et demi d'arrêt. Et puis des jours, on voyage. Je ne sais pas comment font les gens qui voyagent. On part à 6h du matin, on arrive à 10h du soir. Arriver à caler 20 minutes, ça peut être compliqué, mais c'est un challenge qui est intéressant. Est-ce qu'il y a des moments où tu n'as pas envie de courir, vraiment pas envie, mais tu mets quand même les baskets et tu y vas? Non, par contre, il y a des moments où je suis très fatigué physiquement et où j'ai fait 1,5 km pour faire ma sortie de la journée, mais j'étais vraiment au bout du bout. Notamment après un ultra. J'ai fait l'Andorre mi-juin. Les 15 jours après, j'ai couru tous les jours. Et après, le corps a accusé le coup. J'ai eu une grippe, mais qui en fait c'était le corps qui et là j'ai dû faire un stop de 15 jours. Donc rattrapé par la patrouille. C'est ça. À quel point il y a cette idée pour vous chacun là de repousser vos limites par la course à pied, et puis derrière ça, quelle place pour la performance, chacun à son échelle, mais en tout cas à quel point vous êtes joueur aussi, il y a cet aspect là qui rentre en ligne de compte. Antoine, on sait que ça compte. En fait, en allongeant les distances au fur et à mesure, je me suis rendu compte de tous les apprentissages qu'on pouvait avoir sur son corps. Je vois un peu la course à pied, du coup, dans ce cas-là, plutôt l'ultra trail comme un peu un centre de recherche et d'apprentissage sur son corps. Sauf que c'est une recherche, on n'a pas besoin d'être scientifique, c'est tout à fait accessible parce que c'est nos ressentis en fait.
Et donc en fait, le fait de repousser ses limites et repousser les limites de son corps, je trouve que ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Et on comprend comment tel ou tel facteur peut avoir un impact à tel kilomètre au bout d'un certain nombre d'heures de course, etc. Donc moi, c'est aussi quelque chose que je recherche dans l'allongement de la distance et du temps de pratique. Je t'interromps là-dessus, mais je rebondis. Ce côté-là, justement, d'allonger les distances, est-ce que selon vous, c'est ce qui est profondément la nature humaine? Est-ce que c'est une fatalité, un besoin? Est-ce que vous ressentez ce besoin une fois que vous avez réussi? Est-ce qu'il faut forcément aller chercher plus long, plus haut, aller chercher de la difficulté encore plus? Alors, oui, pour moi en tout cas, c'est le cas. J'ai eu un parcours où j'ai doublé les distances à chaque fois, sachant qu'à chaque Donc Tour des Géants l'année prochaine? C'est une question. Ah non, c'est vrai. La Swiss Peak l'année d'après. Après, ça reste corsé. Hein. Quand tu seras à 640, là, ou 160, ça va être une autre paire de manches. En fait, je pense qu'il faut se mettre une limite. Mais dans ta question, Guillaume, il y avait quand même... il y a deux éléments. Il y a, en doublant, c'est se mettre un objectif que je pense inatteignable. Et donc, dans l'apprentissage que j'ai de la course, c'est finalement d'arriver à des objectifs où j'avais des barrières mentales. Je pensais que ce n'était pas possible. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'allonger les distances, c'est aussi allonger la zone de découverte, la zone d'aventure. Et c'est pour ça que passer à 330, 360, ça me semble fou. Pour le corps, je pense que j'irai jamais. Mais par contre, pour l'aventure que ça représente, la découverte, à pied en plus, on n'a aucun moyen. C'est la plus simple des découvertes. Il n'y a pas plus simple. Tout le monde peut sortir de sa maison, claquer la porte et se dire je vais en faire 180 demain. Si c'était si facile. Voilà. Et ces barrières mentales là, que tu as fait sauter, c'est le fait d'avoir justement réussi à ces étapes et puis ces différentes distances, ça t'a donné la confiance pour te dire que tu pouvais aller plus loin? Oui, alors sans trop laisser de plume. Oui, il y a cet aspect-là. Et puis il y a un aspect qui l'a renforcé, c'est que quand je regarde ma cote ITRA et les commentaires du site UTMB, je suis censé ne jamais finir un 160. Donc, alors, à mon petit niveau, puisque j'utilise toujours le maximum de la barrière horaire, voire certaines fois, ils m'accordent plus. Ah oui. Parce que quand on est dans les 10 derniers kilomètres, ils ont du mal à nous couper quand on dépasse la barrière horaire. Mais sur 4, j'en ai fini 3, et je me dis, finalement, soit je suis une erreur mathématique, ce que je ne crois pas, soit c'est juste qu'il faut pas cesser d'y croire, et c'est ça qui fait qu'on arrive au bout. Tu as des qualités mentales, tu penses, assez prononcées? Est-ce que ce différentiel, en tout cas entre la théorie, est-ce que vous pourrez dire ta cote ou autre, la différence, elle se joue dans toi, tes capacités à te mobiliser, à pas lâcher? Alors, je sais pas répondre à cette question parce que je me considérais comme quelqu'un ayant un mental de chips. Ok. Notamment dans c'est-à-dire quoi, croustillant? Non. Voilà. Non, voilà. Très rapidement abandonné et ne pas supporter la douleur. Dans tous les sports que j'ai faits, j'étais pas celui qui gagnait. Donc, et t'aspirais à ça? En fait, la victoire n'est pas ma recherche. C'est plus préparer et atteindre un objectif. La performance pour toi, Aurélia? C'est une question piège. Tu peux tout nous dire. Je vais toujours aller chercher 1 kilomètre de plus, 100 mètres de dénivelé de plus, juste pour histoire de me dire je l'ai fait, et j'ai fait un petit peu plus que genre la semaine dernière. Me mettre des barrières trop hautes, c'est ma super qualité. Ne pas les atteindre aussi. Mais je vais toujours aller chercher, pousser plus. Parfois le corps il me veut pas, donc forcément on arrive à des blessures, on arrive à des moments pas chouettes. Mais et là tu te remets bien justement quand ces objectifs que tu te fixes sont peut-être un peu trop hauts, ça marche pas, tu es très résiliente, tu es prête pour celui d'après? Ça va dépendre, mais en ce moment plutôt bien, ouais, ça fait quelques mois où je me dis tiens, les récup de course c'est plutôt sympa. Ça dure que 2-3 jours, donc pour ma part en tout cas c'est cool. Tes formats de cœur c'est quoi? Enfin ta distance? J'ai pas entendu. Ton format de cœur, le que tu aimes? On va dire que je suis une bébé traileuse. Je fais depuis 1 an. Et là, j'ai couru le trail du Bélier la semaine dernière. Et j'ai fait le 16 km. Donc, c'était ma plus grosse course. J'ai fait un semi-marathon. Mais à Annecy, ouais. Forcément, quand on est du coin.
Et l'Office du tourisme je suis allée au bord de mes limites là, mon corps, je savais que j'étais pas assez entraînée. Et j'aime beaucoup les 10 ou enfin autour du 10, et c'est ce qui me permet en fait de me dire à chaque fois j'ai un trajet de trail vers chez moi, c'est toujours le même, et tous les mois j'y vais, et dès que je gagne 1 minute, je suis là, waouh, génial. Voilà, c'est mes mini objectifs, mais je gagne 1 minute à chaque fois et c'est trop bien. Est-ce que la course à pied, elle vous donne confiance en vous de manière plus générale? Est-ce que ça déborde au-delà de la pratique de la course à pied? L'atteinte de résultats, la résilience dont on peut faire preuve, ça vous construit aussi? Ça vous aide plus globalement? Je trouve carrément que ça donne confiance en soi, mais c'est vrai que pour ma part, ça a aussi le double tranchant de quand on n'y arrive pas, par contre, c'est total l'inverse, quoi. C'est tout, soit tout fort, soit tout en bas. On y arrive, tout va bien, on n'y arrive pas, moi je suis au fond du trou. Antoine? Je suis assez d'accord. Il y a un équilibre du rasoir à trouver entre le sentiment d'accomplissement et la déception de ne pas avoir réussi. Mais sur le long terme, sur la construction peut-être ça... mais sur le long terme, ça permet de se dire que ce qui paraissait pas possible, en fait, qu'on est capable de se mettre des objectifs, de les suivre, de suivre une prépa qui parfois peut être un petit peu longue. Donc c'est clairement au-delà de se sentir mieux dans le corps, on se sent mieux dans la tête et on prend confiance grâce à la course, je pense. Olivier? Oui, moi clairement ça m'a aidé dans ma vie autre que la course à pied, notamment ma vie professionnelle, en me disant que j'avais des peurs, je me mettais des barrières, je décidais que des choses n'étaient pas atteignables, et j'ai vu dans la course à pied que c'était l'inverse. Puisque du premier 10 km où je fais presque un malaise en arrivant et où le chrono est pas très bon, un jour j'ai réussi à faire un marathon que j'avais préparé pendant quelques années, et puis j'ai allongé les distances comme ça. Même là pour l'UTMB, la plus grosse angoisse, c'est de se demander si à la première barrière horaire ils vont pas me sortir, donc il y a un combat. Je doute, je vais douter toute la course, j'espère aller au bout. Et si je vais au bout, j'aurai la preuve que ce que je pensais inatteignable est atteint. Je ne m'en sens pas capable là tout de suite. Donc oui, beaucoup d'apprentissage. Est-ce que le plaisir que vous tirez aussi dans votre pratique, vous allez le chercher dans le fait d'être en nature, c'est important, c'est essentiel aussi, cette connexion à un environnement autre, apaisant, on se met plein les yeux, on déconnecte, c'est contributif de votre intérêt aussi pour la course à pied et plus spécifiquement le trail? Oui, moi j'ai des bois avec des zones vallonnées autour de chez moi, et c'est vrai que c'est quand même un niveau plus important encore que sur la route pour déconnecter. On est plus seul, on voit moins de monde. De temps en temps on tombe sur des animaux, les paysages sont différents. Les vues sont différentes tous les jours, toutes les heures, en fonction du matin, du soir. Donc, c'est aussi un prétexte pour te reconnecter à ton environnement? Oui, pour aller chercher le calme. Je crois que tu disais, Antoine, de la méditation. Moi, j'y arrive pas trop. Jamais réussi à trop méditer. Mais par contre, c'est vrai que dans la nature, j'ai longtemps couru avec de la musique, par exemple. Maintenant, ça m'arrive d'écouter des podcasts, mais... seulement courir et regarder, ça suffit. C'est un peu plus compliqué quand on est en course sur route, où des fois le paysage est moins agréable. Change pas trop. Oui. Toi Aurélia, c'est essentiel aussi? Habitant dans la région, en vrai... tu l'aimes bien cette région? J'ai pas compris. Elle est bien? J'ai pas entendu. Tu l'aimes bien cette région? Elle est bien? J'ai pas compris. Je suis née ici, je vis ici, je resterai ici jusqu'à la fin. C'est sûr que c'est un bel endroit pour évoluer. Ouais, et si je suis pas en montagne, je suis au bord du lac. Donc au final, on est quand même proche d'une nature qui est différente. Mais course sur route, j'en ai fait pendant 3 ans. Mais même les entraînements, je les faisais quand même en nature. Donc, et je faisais énormément de randonnées. Forcément, en étant native, je faisais de la randonnée depuis que je suis petite. Donc du coup, c'est là où je me suis dit, il fallait ce combo à un moment où ça a fait psh, dans ma tête, tu cours. Et t'as les montagnes, va courir dans la montagne. Trail ou route, est-ce qu'il faut choisir, Antoine? Pour moi, le choix est fait. J'ai jamais fait beaucoup de routes. Enfin, j'en ai fait quand j'habitais à Paris, mais ça a aussi motivé mon choix de partir habiter
à Marseille, donc toujours dans un environnement urbain, mais avec une nature un peu plus proche, on va dire. Donc pour moi, le choix est fait. Maintenant, ça peut être assez compliqué de faire 100% de ces entraînements en nature. Et je pense qu'il y a aussi pas mal d'avantages à courir sur route pour pouvoir faire du fractionné, de la vitesse, courir sur du plat, etc. Donc il ne faut pas forcément choisir, il faut courir là où on se sent bien. Et moi, clairement, c'est plus sur des cailloux que sur du bitume. Ouais, forcément, il y a des entraînements que tu fais forcément sur de la route, hein, la piste, qu'on aime tant, les côtes. Et puis ça permet, quand on revient dans la nature, de la trouver d'autant plus belle. C'est clair. Voilà. Les escaliers aussi, c'est pas mal comme entraînement. Tu peux prendre plaisir, toi, sur une course sur route, Olivier ? Oui, l'important, c'est l'objectif. Donc, moi, j'ai du mal maintenant à me donner des objectifs chronométriques parce que l'horloge avançant, c'est pas facile. Mais il peut y avoir des formats, notamment des formats en équipe. Je me rappelle avoir fait un marathon en équipe où on a fait les 800 derniers mètres, toute l'équipe ensemble. C'est un équidène, c'est ça ? Non, l'équivalent ? Non, c'était un marathon en relais, voilà, le marathon de Toulouse, avec des collègues du travail qui couraient pas tous forcément de façon très intense et qui, dans le fait d'avoir un objectif, du coup, s'étaient mis à s'entraîner. Donc, on s'est entraînés ensemble. On a beaucoup échangé, ils avaient un peu moins d'expérience, donc plus d'inquiétude. Donc oui, les courses sur route, ça reste des formats intéressants où on peut trouver du plaisir. Aurélia, je voudrais qu'on ouvre un chapitre plus personnel, si tu me l'autorises. Tu es atteinte d'endométriose qui a été diagnostiquée il y a 1 an. Est-ce que tu peux nous rééclairer sur ce que c'est et puis les impacts que ça peut avoir, toi, très concrètement, sur ta pratique ? Oui. Donc l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire chronique. Donc en fait, c'est une maladie qui va se situer dans l'utérus et qui a cette fâcheuse tendance à aller s'installer partout. Donc qui va traverser la paroi de l'organe et à venir se figer sur la vessie, les intestins, les muscles. Ça peut aller jusqu'au diaphragme. Donc j'ai été diagnostiquée il y a 1 an. Et on pense que j'ai cette maladie depuis déjà plusieurs années. Tu avais des symptômes visibles depuis longtemps ? En fait, c'est des symptômes qu'on pense normaux jusqu'à ce que le médecin dise vous avez mal là ? Oui. Vous avez mal là ? Oui. Mais je pensais que ça faisait partie de mon quotidien. Les douleurs pendant les règles, les douleurs en dehors des règles, les douleurs tout le temps. Et puis forcément, plus on avance, plus la maladie s'installe. Et ça impacte en fait tout le quotidien. C'est-à-dire ça peut être des douleurs tous les jours, des douleurs à la course. Ça, c'est ton quotidien aujourd'hui ? Ouais, c'est mon quotidien. J'ai un traitement. Je suis suivie par kiné, ostéo, gynéco, médecin. Pratiquement tous les mois, voire pour le kiné, j'ai 2 séances par semaine pour pouvoir mobiliser les articulations, le bassin. Donc c'est un peu un combat tous les jours. Donc les douleurs, la fatigue chronique aussi est très forte. Et avec toute la charge mentale que ça va avec. Donc effectivement, on parlait de performance et de persévérance. Donc forcément, avec une maladie qui atteint tout ça et qui va atteindre, forcément, ça atteint le bassin. Donc ça joue dans la course et dans plein d'autres sports. Et donc ça m'est arrivé. J'ai fait l'Urban Trail d'Évian au mois d'avril-mai. Et je suis allée tellement fort, je voulais tellement y aller que les derniers kilomètres, il y avait 15 kilomètres. Les 5 derniers, je les ai finis en crise. Donc pour moi, une crise, c'est une douleur 10 sur 10. Je prends de la morphine et soit je me couche, soit je dors pendant 3 jours. Et en fait, je l'ai eu en courant. J'ai eu la chance, merci Bernard, d'avoir un coupe-fil qui était derrière moi parce que j'étais dernière, qui m'a soutenue tout le long en me disant si t'es là, c'est pour combattre la maladie. Et si t'es là, c'est pour aller jusqu'au bout. Il m'a tenu la main, on a fait les 5 derniers kilomètres ensemble. Mais effectivement, je peux avoir 2 semaines sans faire d'entraînement parce que je suis clouée, ou je peux pas, ou j'ai trop mal, ou la fatigue chronique va trop me prendre, et ou il peut y avoir des courses qui sont trop fortes, ou c'était peut-être pas le bon timing pour reprendre. Forcément, en fait, il faut que j'arrive à pallier
et la vie quotidienne et le sport avec cette maladie. C'est un état qui peut évoluer, l'endométriose, ou est-ce que... Ouais. C'est une maladie qui n'est pas... qu'on ne peut pas guérir. On peut limiter la propagation avec les traitements, avec les chirurgies aussi, mais tout ne peut pas être opéré. Et en fonction aussi des atteintes. Moi, j'ai une atteinte digestive. Donc, c'est ce qui fait que je ne peux pas manger ce que je veux. J'ai un régime très spécial, qui n'est pas forcément des fois un régime qui va avec le sport. Donc, il faut que j'arrive à tout pallier. Mais forcément, là, déjà rien que sur 1 an, grâce au suivi, j'ai déjà l'endométriose qui s'installe encore un peu plus. Mais le traitement fait que ça n'aurait pas été aussi rapide que si j'en avais pas. Mais forcément, c'est la maladie que j'aurai jusqu'à la fin, quoi. Est-ce que les médecins, comme tes copains, ils ont fait ce qu'il fallait pour te dire que la dernière chose à faire, c'était de courir pour faire produire l'effet inverse? C'était quoi leur regard sur ton envie et tes aspirations? Je faisais déjà de la course à pied quand j'ai été diagnostiquée. Et c'était en mode, tu cours, mais tranquille, ok, pour un jogging 1 fois par semaine, ça va. Forcément, avec le tempérament que j'ai, on m'a dit, ne va pas. J'y suis allée. Et j'ai commencé à faire du trail. On m'a dit c'est trop impactant, c'est trop dur physiquement. Tu vas pas pouvoir manger ce que tu veux, tu pourras pas avancer. Forcément, la progression n'avance pas comme j'aimerais aussi. Et là, par exemple, la kiné qui me suit, je suis la seule de ses patients. Donc, c'est la seule en plus qui est spécialisée dans le Chablais qui fait du sport. Carrément, les autres. Les médecins vont avoir plus tendance à dire faites plutôt du yoga, du pilates, un truc doux, genre pas du trail. Ce que tu dis, ça me fait penser à Anaïs Kemmerer qui aimait bien faire mentir et déjouer les pronostics en allant courir quand on lui disait de ne pas courir avec la maladie. Donc c'est inspirant. Ouais, c'est ça. Elle a donc une dimension aussi imprévisible, ce que tu disais sur une course, la douleur elle peut surgir, ça c'est difficile à gérer, j'imagine, psychologiquement, de ne pas savoir, c'est la roue de la fortune. Là, sur le trail du Bélier, du coup, il y a 2 semaines, en fait, je suis obligée de me préparer et préparer mon corps, je pense comme les autres personnes, mais d'une autre manière, c'est-à-dire que je fais du yoga tous les jours, je fais des étirements tous les jours, je vais avoir une alimentation irréprochable pendant 1 semaine avant, mais genre aucun écart. Je bois plus d'alcool, il y a plein d'aliments que je mange plus. Et je vais essayer vraiment d'avoir mon corps le plus simple possible. Et puis après, quand je cours, je me dis, j'espère pas avoir de crise. J'ai toujours des anti-inflammatoires dans mon sac, même de trail, au cas où je dois en prendre. Ceux qui préparent la course sont au courant. Généralement, je mets dans le formulaire d'inscription pour que tout le monde soit au courant au cas où. Mais forcément, je suis jamais à l'abri de manger un truc au ravito qui passe pas. Et que 3 km plus loin, je suis en crise. Je peux pas prendre de gel, je peux pas prendre de produits dans l'eau. Donc on fait tout en mode naturel. Ce qui est pas plus mal des fois, mais bon, faut faire attention à tout, quoi. Merci d'avoir partagé ton expérience. Merci à toi. C'est intéressant à faire entendre. Olivier, les dossards, ça a quelle place pour toi? À quel point c'est un moteur d'avoir des rendez-vous, des courses? Alors, je pensais que ça n'avait pas beaucoup d'importance jusqu'à la période du Covid. Et puis, à la fin là, du premier été Covid, j'étais au Val d'Aran sur un 100 miles et j'avais pas pris de dossard de l'année, je pense comme la plupart d'entre nous. Et au 80e, il a fallu que, alors pour plein de raisons, j'ai abandonné. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les dossards, non seulement ça nous fixait des objectifs pour l'entraînement, mais ça permettait aussi de répéter des routines de course qu'on n'arrive pas à faire à l'entraînement. En tout cas, que moi, je n'arrive pas à faire. J'arrive pas à mettre les mêmes intensités, les mêmes longueurs. La logistique n'est pas la même. Donc 3,15 du kilomètre, tu le fais pas si tu n'as pas de course en perspective. Non, même en course. je te rassure, Guillaume, je vais pas être devant là quand ils vont donner le départ. Ce qui compte, c'est que tu sois à Cham à l'arrivée en moins de 46-30. Voilà, c'est ça. Donc oui, ça permet de tout répéter. Et puis pour la petite anecdote, cette course du Val d'Aran, le ravitaillement, ils avaient prévu pendant 160 km des sandwichs
au Nutella. Super idée. Voilà. Donc ça a été un peu compliqué, c'est pas tout à fait ma nourriture habituelle. Antoine, toi tu as aussi un goût pour les off? Tout à fait. De la compétition? Tout à fait. En fait, je me suis rendu compte en prenant des dossards on parlait tout à l'heure de performance. Ça me mettait une pression qui pouvait être aussi positive que négative. Avec des idées de temps à réaliser, etc., ce qui n'est pas forcément judicieux sur du long ou du très long. Et donc, je trouve beaucoup de plaisir maintenant à essayer de m'organiser 1 ou 2 aventures par an, seul ou accompagné, plutôt seul jusqu'alors. C'est aussi un moyen pour moi d'être capable d'être seul, parce que pendant longtemps et avant de courir, j'étais incapable d'être tout seul. Je vais être accompagné toujours de copains ou autres. Tu te supportes maintenant, ça va? Maintenant, ça va. Et donc, oui, l'année dernière, j'ai fait le chemin de Stevenson en courant, donc qui part du Puy-en-Velay, qui traverse les Cévennes, la Lozère, etc. J'ai fait le tour du Mont-Blanc aussi. Et puis, l'année prochaine, j'ai d'autres petits projets en tête. Mais sur quelle durée tu fais ça et comment tu fais pour la logistique? Parce que Stevenson, c'est très long, non? Stevenson, c'était 250 km. J'ai fait sur 5 jours. Alors là, logistiquement, c'est assez simple. Je suis passé par une société qui porte ton sac, en fait. Et qui m'a permis de porter mon gros sac d'une étape à l'autre. Et moi, je courais juste avec mon sac de trail. Que ce dont tu avais besoin. Voilà, c'est ça. Et il marche à ta place aussi. Voilà. C'est eux qui portent la puce. Je me mets dans la voiture et puis il m'emmène à l'étape d'après et puis je considère que c'est fait. Donc oui, il y a une petite logistique effectivement. Là, le Tour du Beaufortin le mois dernier, en le faisant sur 2 jours, je pouvais juste avoir un petit sac de trail. Oui. Donc c'est une logistique. L'année prochaine, j'aimerais bien faire Chamonix-Zermatt. Je n'ai pas encore craquer la logistique, mais ça fait partie aussi de l'aventure en fait, de se dire comment on va y arriver. La préparation. La prépa, je prends vraiment un grand plaisir à aller sur Strava, tracer, voir par où je vais passer et m'inspirer d'autres personnes qui l'ont fait, etc. Donc voilà, j'aime bien le côté un petit peu aventure qui va au-delà de la performance, parce qu'à ce moment-là, je regarde jamais ma montre, je m'en fiche du temps et je suis juste dans la découverte de l'environnement, quoi. Aurélia, je crois que tu es accompagnée, tu es coachée, c'est ça, dans ta pratique? Oui. Ou tu l'as été en tout cas, à quel point c'est essentiel aussi pour toi d'avoir cet encadrement? Oui, au début je courais un peu n'importe comment. Après j'ai fait appel à les plateformes. Et depuis 1 an, je suis suivie par un coach particulier, parce qu'il n'est pas spécialisé en maladie ou quoi que ce soit. C'est un coach qui, merci à lui, me répond tous les jours de la semaine. Même le dimanche à 23h45? Des fois, ouais. C'est un coach psy. C'est un super coach. Et il va faire mes préparations par semaine. Donc en fonction de mon état, de comment je suis. Et à chaque fois, en fait, il va reprendre mes dernières sorties, voir ce que j'ai fait, comment je l'ai fait. Et toujours avec une super bienveillance en mode cette semaine, tu te sens comment? Et ça, on le fait comment? J'avoue que j'aurais pas pu travailler avec un coach qui m'aurait crié dessus parce que je pouvais pas faire une séance ou quoi. Mais ouais, il me suit et on a l'intention de faire une course ensemble, j'espère bientôt. Et ouais, c'était quand même, en tout cas pour pouvoir jouer sur la performance et avoir une progression, c'était essentiel de passer par un coach. Le cas s'applique particulièrement bien pour toi, Olivier. Est-ce que le jour d'une compétition, d'une course, est-ce qu'il y a un niveau de stress qui monte drastiquement, ou est-ce que tu es assez philosophe face à ce qui t'attend? Alors, longtemps avant, je suis très philosophe. La veille, pas trop. Voilà. La nuit est compliquée, la précédente? Ouais, même là, depuis 3 jours, il y a une espèce d'excitation et d'angoisse. Donc, pour la petite histoire, je fais attention à plus trop boire de café dans la journée pour que quand je fasse des trails, ça ait plus d'effet. Et l'autre jour, j'en ai pris un à 16h. Tu t'es endormi 3 jours après? Voilà, c'était la nuit d'avant. J'ai pas réussi à dormir. Ah oui. Donc oui, une excitation très forte. Positive plutôt? Oui, c'est ce que je viens chercher quelque part. C'est tous ces sentiments qui viennent un peu naturellement, apprendre
apprendre à les gérer, apprendre à vivre avec. Et puis c'est agréable, c'est que pour des bonnes choses, il y a rien de grave dans tout ça. Antoine, ton niveau de sérénité sur une ligne de départ? Proche de 0. Non, généralement, la nuit d'avant est hyper compliquée. Mais bon, j'ai appris à plus trop compter sur la nuit d'avant et plutôt compter sur les semaines qui précèdent. J'ai l'impression que la pression, elle se relâche au bout de 2-3 km. Après le départ, on rentre dans sa course et ça va mieux. Et après, évidemment, c'est une suite de hauts et de bas, mais le côté boule au ventre, c'est aussi ce qu'on recherche. C'est ce que tu dis, Olivier. S'il n'y avait pas ça, l'excitation serait peut-être un peu moins importante, le sentiment d'accomplissement à la fin aussi. Maintenant, je suis quand même content quand je fais plutôt des off, de me dire je pars quand je veux. Il n'y a pas de pression. Pas de pression, pas de classement, donc toujours un équilibre à trouver. Est-ce que vous prêtez une attention un peu au regard de votre entourage sur ce que vous faites? Est-ce que c'est un des critères aussi qui peut être motivant ou qui peut être à la fois peut-être écrasant aussi parfois? Aurélia? Pour moi, oui. Le regard de ma famille va être important. Quand j'ai fait l'Urban Trail, là, ma mère m'a dit c'est fou ce que tu fais, dans le bon sens. Puis après, elle me dit mais de toute façon, tu n'y arriveras pas. Mais ça va être plutôt dans le sens où ils vont toujours être là parce que c'est ceux qui me disent tu vas pas y arriver, mais c'est ceux qui m'attendent quand même à l'arrivée. Et qui te disent mais on le savait que tu allais y arriver. C'est ça, oui. On a bluffé depuis le début. Voilà. L'importance de l'entourage, ouais, pour moi, du coup, ça a son importance. Et par le fait de dire c'est fou ce que tu fais, moi, j'y arriverai jamais, mais toi, tu y arrives. Ce besoin de sentir qu'on fait quelque chose j'allais dire qui brille dans leurs yeux, quoi. Et ça va avoir importance pour moi. Toutes mes courses, mes enfants sont là et mon mari est là, toutes, absolument toutes. Et on arrive toujours à ce que les 100 derniers mètres, je les fasse avec les enfants. Et ça, c'est il y a des fois toute la course, je suis en mode j'y arrive pas, j'en ai marre, j'en peux plus. Et je pense juste à l'arrivée et c'est bon, tout va mieux. Olivier, pour toi? Alors, au départ, pas du tout. C'est pas du tout pour le regard des autres. C'est assez égoïste comme démarche. Et puis, je me suis aperçu qu'en fait, tout l'entourage, la famille, d'ailleurs, je les remercie, mes filles, ma femme, mes parents, les copains, le club. Je porte la casquette de mon club. C'est le moment de le citer. C'est le club des Zinzins. Des Coteaux. Voilà. Il y a beaucoup de monde en fait qui me suit et qui m'encourage. Et ça, je m'y attendais pas en commençant la course. Et ça donne beaucoup d'énergie. Ça m'apporte un peu de sérénité. Au moment où on a les angoisses, quand ils disent tu vas y arriver, on compte sur toi, ça aide et ça fait du bien. Le collectif, le partage, c'est un des termes qu'on entend beaucoup dans la course à pied, le plus collectif des sports individuels. Enfin, voilà. Comment vous ressentez ça? À quel point c'est aussi essentiel dans ce que vous cherchez dans la course à pied, Aurélia? J'ai toujours couru toute seule et je me suis fait exactement cette réflexion de partage et de collectif à ma dernière course. J'étais dans le SAS numéro 4x4, ce qui arrive dernier. Et j'avais mon casque, j'écoutais ma musique et on attendait tous le départ. Et en fait, on s'est mis tous à discuter avec tous les gens avec qui on était autour. Et je pense que j'étais toujours fermée, j'étais toujours toute seule. Et à cette course-là, typiquement, je me suis rendu compte qu'en fait, non. On est beaucoup à être dans le même cas, à être dans les mêmes angoisses, bon, surtout dans le SAS 4. Mais à se dire à quelle heure je vais arriver, je vais mettre 8 heures pour venir, voilà. Et en fait, je me suis liée d'amitié avec des gens qui étaient autour de moi. On a fini la course ensemble. Dès qu'il y en avait qui étaient sur le côté pour une blessure ou quoi, on s'arrêtait tous pour demander est-ce que ça va. Et c'est la première course en 1 an où j'ai ressenti ça. Je pense les autres fois, en fait, j'étais trop fermée et trop à me concentrer sur ma course. Et en fait, je voyais pas qu'il y avait ce genre d'engouement devant la ligne de départ. Et je suis super contente d'avoir vécu ça parce que je sais que la prochaine, je ne mettrai pas mes écouteurs, je les mettrai plus loin.
Et ben voilà, discuter avec les autres. Ah, t'as la même paire de baskets que moi. Ah ben on a le même truc. Ah salut, tu t'appelles comment? Et en vrai, je découvre ça maintenant et je trouve ça trop génial. Antoine? Il y a deux choses dans le collectif. Il y a le collectif sur course, donc ce que toi tu décris, et notamment se dire bon, j'ai pas envie de passer cette nuit tout seul, je vais la passer avec la personne que je viens de rencontrer il y a 30 secondes et avec lesquelles on peut se raconter sa vie, etc. Et il y a le collectif aussi dont tu parlais un petit peu plus, qui est l'entourage personnel. Et moi, je me suis rendu compte de la force de ça grâce au ravitaillement et aux copains, aux copines qui ont commencé à venir me soutenir sur les courses. Donc c'est énorme en fait, c'est la force que ça peut nous apporter, que ce soit avant évidemment, mais pendant la course. Maintenant, il y a un côté un petit peu négatif à ça, je trouve, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Olivier, sur on se sent soutenu, mais derrière, si on a l'impression de faire face à un échec, on se dit mince, je mérite pas tout ce soutien. Bon là, j'ai dû abandonner une course en début de semaine. J'avais fait un groupe WhatsApp avec des gens qui me suivaient. La première chose que je me suis dit, c'est mince, je vais devoir leur annoncer ça, c'est nul. Donc il y a un pendant négatif au collectif et au soutien des gens autour, mais pour rien au monde, j'enlèverais ça de la pratique. Au contraire, c'est quelque chose que je recherche. D'ailleurs, comme toi, je me suis mis en club à Marseille pour être un peu plus entouré aussi. Voilà. Olivier? Ah oui, moi, le collectif, pas toujours dans l'entraînement parce qu'on passe des heures assez seuls. Mais j'ai des souvenirs de nuit, par exemple, où j'allais la passer seule la nuit et puis il y a un autre coureur qui décide qu'il ne veut pas passer la nuit seul, qui se met à côté de moi. On va passer quelques heures à discuter, on va devenir les meilleurs amis. Il y a eu consentement ou pas? T'étais d'accord? Oui. Ou tu t'es fait alpaguer? Est-ce que tu as dormi du coup ou pas? Non, en fait, au début, sur mes premières courses, j'avais pas compris. Il y en a qui créent cette situation-là, en effet. Tu as raison. Et en fait, pendant quelques heures, on devient les meilleurs amis du monde. On se raconte des choses. Alors des fois, avec les hallucinations, les discussions, je pense... Si on en parle le lendemain, il y a un petit sujet de cohérence. Oui, je suis pas sûr qu'on se réponde mutuellement à nos questions. Voilà. Je me rappelle d'un coureur anglais qui vivait en Espagne, avec lequel on parlait 3 langues en même temps. Bon. D'accord. Et on a passé la nuit ensemble, une partie. Et puis après, les chemins se séparent, on ne se revoit plus, mais ça fait des sacrés souvenirs, finalement. Je voudrais qu'on parle d'avenir sur vos courses qui se dessinent dans les prochaines heures pour toi, Olivier. Et puis tu vas nous raconter, toi, Aurélia. Juste revenir sur ta TDS. C'est donc cette course-là que tu as dû abandonner, malheureusement, Antoine. Est-ce que tu peux juste nous raconter? Ouais. C'était en tout début de semaine, donc il y a 3 jours maintenant, 4 jours. C'est ça, j'ai... Petite déception que je commence à avoir, que je commence à digérer là maintenant après quelques jours, mais j'ai dû m'arrêter à peu près au milieu, au 80e kilomètre. Énorme coup de chaud. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert de la chaleur. Alors il ne faut pas se plaindre, il fait beau, à l'inverse de l'année dernière où le temps avait été catastrophique d'ailleurs sur la TDS. Et moi j'ai pris un coup de chaud après la Gitase avant de redescendre sur Beaufort. Avec un peu des vertiges, vomissements, etc. Et en fait, je me suis fait peur. Je me suis dit, mince, il n'y a pas grand monde. Si là, je fais la descente avec en plus au passage 2000 mètres de dénivelé négatif, s'il m'arrive un truc, ça ne va pas le faire. Donc j'ai préféré m'écouter, arrêter. Et en fait, maintenant, avec un petit peu de recul, j'ai déjà quelques apprentissages de choses que j'aurais pu faire autrement et que je ferai autrement à l'avenir. L'avantage, c'est que j'ai déjà envie de rechausser les chaussures et de repartir. Donc le traumatisme a été assez court. C'est bien. Aurélia, la suite pour toi? La suite, continue de courir, ça c'est sûr. Alors, dans ma tête, j'ai toujours envie de faire plus en distance, en me disant c'est comme ça qu'on progresse. Mon coach essaye de me dire non, essaye de faire plus court, mais mieux en temps. Du coup, on est un peu en décalé en ce moment. Moi, j'ai envie de faire toujours plus loin, quitte à au pire mettre beaucoup de temps, mais voilà.
J'ai une petite préférence, j'aimerais bien faire la Saint-Élion cette année, mais voilà, à voir comment se déroulent les prochains mois. Mais soit mettre plus de distance, soit écouter mon coach, refaire des petites courses, mais gagner en temps. Avec toujours cette envie de persévérer et continuer. Mais ouais, et puis peut-être un jour, j'aimerais bien faire Chamonix. On va surveiller ça dans les prochaines années. Olivier, on a quelques heures de ton UTMB, on l'a dit, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Déjà passer les premières barrières horaires. Elles sont pour moi, c'est les plus dures. Donc ça fait 4 ans que j'attends. Si je me fais sortir au bout de 10 km, ça peut arriver. Oui, on n'en a pas parlé, tu avais tenté depuis un petit moment. Voilà. Ce rendez-vous, tu l'as mérité. C'est ça. Donc là, il y a une angoisse sur les 50 premiers kilomètres. Il va falloir arriver à tenir le rythme. Le résultat, c'est que je sais que derrière, il y aura un énorme trou parce que je serai un peu trop haut par rapport au rythme que je devrais tenir. Et puis après, c'est finir, être là à 16h30 dimanche après-midi, sans plus pouvoir marcher et sans tenir debout. On te le souhaite vraiment de tout cœur. On va suivre ta course avec beaucoup d'intérêt. On va arriver au moment de synthétiser nos échanges et il va falloir répondre à cette question. Pourquoi tu cours? Antoine, je te laisse démarrer. Yes. Moi, je cours en résumé pour beaucoup plus apprendre sur moi-même, apprendre sur mon corps, repousser mes limites, aller chercher une résilience, on va dire, toujours plus importante. Ça, c'est pourquoi je cours d'un point de vue personnel. Et après, il y a le rapport avec l'externe. Et je cours pour me reconnecter un petit peu avec la nature. Et je cours aussi pour tout ce que ça représente en termes de rencontres, que ce soit sur les courses, que ce soit au club, etc. Donc c'est un savant mélange entre moi, ce que je recherche à titre personnel et ce que je vais trouver aussi avec l'extérieur. Aurélia, maintenant que tu t'es débarrassée de l'attaque de mouche dont tu viens d'être victime. Pour synthétiser pourquoi je cours pour me faire plaisir, pour apprendre à connaître mon corps aussi. Je cours contre la maladie et puis contre toutes ces personnes qui m'ont dit tu n'y arriveras pas. Olivier. Moi, je cours pour vivre des aventures. Et puis les aventures, c'est découvrir la région, le quartier, le pays. Et puis, c'est aussi des aventures comme faire un enregistrement de course épique que j'ai écouté. Tu t'en sors très bien. Voilà. Et j'en profite pour te remercier, Guillaume, parce que c'est des heures d'écoute pendant que je courais et des heures d'inspiration. Tous les invités apportant un témoignage qui souvent aide dans la préparation, dans la pratique. Donc merci à toi. Merci à toi, Olivier, ça me touche. C'est gentil. Quel conseil vous donneriez à ceux qui hésiteraient ou qui ont un peu perdu la confiance, la motivation, là, des néo-coureurs ou des gens qui veulent renouer? En une phrase ou deux, peut-être chacun votre conseil pour ces personnes-là. Aurélia. C'est pas parce que tu es dernier que tu as raté. Très voilà. Beau. Antoine. Crois en tes capacités à réaliser l'impossible. Olivier. Oui, moi je pense que l'important c'est de croire que tout est possible. Donc même 200 mètres pour les gens qui ne font rien, ils sortent, ils ouvrent la porte, même pas besoin de tennis, hein, on peut courir 200 mètres puis 400 et puis un jour 5 km. Il y a ta technique de doubler à chaque fois, on a bien senti là 200, 400, 800, on voit d'où ça vient.